monsieur, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme 2024. Toujours dans l'actualité nationale, l'Université de Djibouti a inauguré son nouveau laboratoire de recherche avancée. Aux nouvelles mondiales à présent, Washington appelle Israël à fournir des réponses sur les charniers de Gaza. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. L'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré un séisme mineur d'une magnitude de 4,1 à l'échelle de Richter le vendredi 26 avril 2024 à 4h45 heure locale dans le golfe de Tadjoura et a été identifié de type tectonique. L'épicentre a été localisé à 14 km au sud-est de la ville de Tadjoura, à une profondeur de 4,4 km, soit une distance d'hypocentral d'environ 15 km par rapport à la ville de Tadjoura. L'intensité macrosismique dans les zones les plus proches de l'épicentre était faiblement ressentie. Ce séisme a été faiblement ressenti sur la ville de Djibouti également, mais aussi sur Tadjoura. Actualité à la une de ce journal, le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble, a procédé hier, jeudi 25 avril, au lancement officiel des activités de mobilisation communautaire planifiées dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme à la polyclinique Farahat. La Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril de chaque année, est l'occasion de souligner la nécessité d'investissements continus et d'un engagement politique durable en faveur de l'importance cruciale de la prévention et de la prise en charge des cas de paludisme. Le slogan 2024, 17e édition de cette journée mondiale, accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable, corrobore avec la vision Un pays sans paludisme à l'horizon 2030 du plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2020-2026. Le ministre de la Santé a rappelé que la lutte contre le paludisme était l'affaire de tous à chacun. Il a également précisé qu'à Djibouti, l'incidence de la maladie était en baisse depuis 2021 et elle a passé respectivement de 73 cas pour 1000 habitants en 2020 et à 38 pour 1000 en 2023. Par ailleurs, le représentant de l'OMS a pour sa part souligné l'engagement de l'OMS pour accompagner le ministère de la Santé à atteindre les objectifs d'élimination du paludisme à Djibouti. Cette journée a été marquée par la sensibilisation interactive des participants à travers des questions sur la prévention, l'hygiène et les symptômes du paludisme. 2016-2030, adopté par l'Assemblée mondiale de la santé en 2015 et actualisé en 2021. Excellence, le paludisme reste l'une des principales causes de morbidité et de mortalité en Afrique et Djibouti n'est pas épargné par cette réalité. Chaque année, nos concitoyens et concitoyennes, en particulier les enfants, les femmes enceintes et les hommes, sont touchés par cette maladie évitable et traitable. Le paludisme ne se contente pas de causer de souffrances et de décès, il a également un impact économique et social dévastateur en entravant le développement de nos communautés et en improvisant nos familles. Pourtant, malgré ces défis, nous avons des raisons d'espérer, grâce à des investissements soutenus dans la prévention, le diagnostic et le traitement du paludisme, nous avons réalisé des progrès significatifs au cours des dernières années. Le nombre de cas et décès dus au paludisme a diminué de manière constante à Djibouti, témoignant l'efficacité des interventions mises en place. En effet, à Djibouti l'année dernière, grâce aux efforts du gouvernement djiboutien et du ministère de la Santé en particulier, soutenus par les partenaires, nous constatons une baisse de 47% du nombre de cas en 2023 par rapport à 2020, et ceci avec une tendance toujours à la baisse. Le ministre de la Santé a pour sa part souligné les efforts entrepris par son département pour éradiquer la transmission du paludisme à Djibouti. Le ministre Dr Ahmed Roble Abdillah a affirmé l'engagement du ministère de la Santé à œuvrer pour stimuler les investissements pour la lutte contre le paludisme, particulièrement dans la mise en point de nouveaux outils pour combattre le paludisme afin de propulser le pays sur la voie qui mène à l'élimination de cette maladie. Enfin, il a demandé à l'ensemble des parties prenantes de continuer à sensibiliser la population pour déclencher un véritable changement. Il est aussi revenu sur les actions à fort impact qui sont la lutte antivectorielle avec la destruction des gîtes larvaires, la pulvérisation intradomiciliaire et la pulvérisation spatiale et aérienne.
Direction Côte d'Ivoire, suite à la signature de l'accord cadre de partenariat avec son homologue ivoirien le lundi 22 avril. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de Djibouti, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahmoud, a poursuivi ses activités sur le terrain pour explorer les opportunités de coopération concrètes. En compagnie de son Excellence M. Mohamed Burhan Ali, ambassadeur de Djibouti en Côte d'Ivoire, le ministre a effectué une série de visites le mardi 23 avril. Parmi les sites explorés figuraient le Fonds de développement de la formation professionnelle, l'Agence nationale de la formation professionnelle, le chantier du garage école d'Abobo et le chantier du lycée technique et professionnel d'Ebimpe. Ces visites s'inscrivent dans le cadre de l'alliance renforcée avec la République de Côte d'Ivoire et de la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de la formation professionnelle de Djibouti. Conformément à cette politique nationale djiboutienne et à la suite de la visite sur le terrain du ministre du MENFOP, M. Mostafa, envisage d'établir de nouvelles entités spécialisées dans la formation professionnelle pour renforcer le système national. L'agence djiboutienne de formation professionnelle émergera comme le pivot de cette nouvelle architecture en tant qu'entité maîtresse du système de gouvernance partenariale de la formation professionnelle. L'agence aura pour mission de coordonner les activités de différentes structures de formation, tant publiques que privées. Le Fonds de développement de la formation professionnelle affilié à l'ADFEP sera chargé de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre des programmes de développement et de formation. Des mécanismes de gestion efficaces des ressources seront élaborés dans les années à venir. Une autre initiative majeure concerne la construction d'un garage d'application dédié à la maintenance automobile en partenariat avec le secteur privé. Ce projet vise à fournir des services de qualité tout en offrant des opportunités d'insertion professionnelle aux jeunes diplômés de l'enseignement technique et professionnel. En outre, la création d'un centre de ressources au sein du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental renforcera les capacités en ingénierie de formation et facilitera également la mise à jour des programmes et des méthodologies pédagogiques. Ces initiatives témoignent de l'engagement de Djibouti à renforcer ses capacités dans le domaine de la formation professionnelle en tirant parti des meilleures pratiques internationales et des partenariats régionaux. Elles ouvrent également la voie à une collaboration fructueuse entre Djibouti et la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. L'Université de Djibouti a lancé officiellement son nouveau laboratoire de recherche avancée de génie civil appelé ARCLAB. Ce laboratoire inauguré par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Ahmed Mohamed, vient de renforcer les capacités de recherche et de formation scientifique dans le domaine du génie civil à Djibouti. L'événement s'est tenu hier à la faculté de l'ingénierie de l'Université de Djibouti, où la cérémonie a été présidée par le ministre lui-même, en présence du président de l'université, Dr Jama' Mohamed, des cadres académiques de l'université et des représentants, mais aussi les partenariats locaux de l'université. Le laboratoire ARCLAB est équipé des installations et des technologies de dernière génération, offrant ainsi un environnement propice à l'innovation et à la recherche de pointe dans le domaine du génie civil. Il vise à renforcer les capacités des étudiants et des chercheurs en offrant des opportunités d'apprentissage pratique et de collaboration interdisciplinaire. Au cours de cette cérémonie, les invités ont eu l'occasion de couvrir les installations du laboratoire ARCLAB, d'assister à des démonstrations pratiques et de participer à des présentations. Le laboratoire a été financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet Compact du Centre d'excellence africain. Voici un extrait de la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Qu'on attendait depuis longtemps, les professeurs, nous-mêmes et surtout le président de la République qui attachait vraiment une importance à ce que la faculté d'ingénieurs et que nos ingénieurs soient formés au plus haut niveau dans comment mettre en valeur nos ressources au niveau de la République de Djibouti. Et essentiellement, je donne juste l'exemple du pouzolan, comment on peut utiliser le pouzolan par exemple dans la construction. Ça, c'est un élément très très important. On est arrivé à concrétiser ça ce matin et l'inauguration de ce matin est à la, je dirais, more than what we expected, plus que ce que nous attendions parce que le laboratoire est entièrement équipé. Je voudrais juste souligner 3 éléments dans les applications de ce laboratoire. D'abord, bien sûr, laboratoire de recherche avancée en construction. D'abord la formation qui est très très importante et je pense que les professeurs peuvent être très satisfaits des équipements qu'il y a parce qu'ils peuvent non seulement passer de la théorie à la pratique avec des équipements ultra modernes et que beaucoup nous envient aujourd'hui.
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la recherche et l'innovation. Comment, à partir donc de ces outils, on peut innover, on peut faire de recherche sur nos ressources en République de Djibouti. Le troisième élément, c'est l'industrialisation. Comment arriver à valoriser tous ces équipements et à valoriser nos ressources. Et je pense que là, je voudrais saluer la présence de la directrice du laboratoire LCBE, Madame Rahima, qui est toujours notre très fort soutien, et la collaboration qui est déjà entamée entre son laboratoire et le laboratoire qu'on vient d'inaugurer. Et je voudrais vraiment, c'est un appel que je fais à tout le privé, de s'engager dans ce partenariat parce que nous ne voulons pas travailler uniquement intramuros. Je pense que le savoir doit quitter les laboratoires pour aller vers les gens qui l'utilisent. Son Excellence, M. Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation de la protection sociale, effectue une visite de travail au Royaume du Maroc du 21 au 27 avril 2024. Accompagnée d'une délégation de haut niveau, cette même délégation comprenait notamment M. Mohamed Dohr Hirsi, ambassadeur de la République de Djibouti au Royaume du Maroc, ainsi que divers hauts responsables tels que le conseiller en communication du ministre, la directrice générale de la CNSS, le directeur général adjoint administratif de la CNSS, le directeur général de l'ANEFIP, la directrice du travail, le directeur de l'INAP, le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration. Le début de la visite a été marqué par une rencontre à l'INA du Maroc, à Rabat, où la délégation a été chaleureusement accueillie par la directrice générale, Mme Nada Biaz. À cette occasion, un mémorandum d'entente a été signé entre l'INA du Maroc et l'INAP, établissant un partenariat stratégique visant à favoriser les échanges et la coopération dans le domaine de la formation des agents de l'État, ainsi que l'échange d'expériences. Ensuite, le ministre a effectué une visite de courtoisie à la ministre déléguée auprès du gouvernement chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, le Dr Guita Mezour. Les discussions ont porté sur les stratégies visant à valoriser les ressources humaines, simplifier les procédures administratives et promouvoir les initiatives de transformation de l'administration. La première étape de cette visite s'est conclue par une rencontre avec son Excellence M. Younes Sekouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Les deux parties ont salué l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays et ont appelé à dynamiser le protocole de partenariat entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti dans le domaine de l'emploi. La journée s'est achevée par une visite de l'ANAPEC du Maroc. On écoute à présent un extrait de l'intervention, de la réaction de M. Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation de la protection sociale. Nous avons beaucoup de choses à explorer, surtout dans le domaine de la mobilité internationale, de l'emploi, de l'insertion des jeunes. Nous avons une coopération de plus de 2 décennies avec le Royaume du Maroc. Donc, en ce qui me concerne, nous avons eu par le passé une coopération. C'était pour répondre aux défis actuels aujourd'hui. Nous voulons retoiletter la coopération qui était déjà existante entre le ministère de l'Emploi et le ministère du Travail de Djibouti. C'était la thématique la plus attendue de ce colloque. Ce deuxième jour a été un tourbillon de discussions passionnées, de réflexions audacieuses sur un sujet souvent tabou, la lutte contre la corruption. Les participants ont été émergés dans un panel d'experts déterminés à dévoiler les mécanismes de prévention et à éradiquer la corruption dans les marchés publics. L'analyse des risques a ouvert les hostilités, pointant du doigt les vulnérabilités, les secteurs à haut risque. Avec une énergie contagieuse, les mécanismes de prévention ont été dévoilés, mettant en lumière les pratiques exemplaires en matière de gouvernance et de conformité. Mais ce sont les études du cas réel qui ont captivé l'audience, révélant les conséquences désastreuses de la corruption sur les marchés publics. Chaque exemple a servi de leçon, stimulant les discussions sur les actions à entreprendre pour lutter contre ces fléaux. Le débat s'est ensuite enflammé autour des stratégies de lutte contre la corruption, mettant en avant le rôle essentiel de la Commission nationale et indépendante de prévention et de lutte contre la corruption. Aussi exposer à tous les participants et à l'auditoire quelles sont les nouvelles mesures préventives et les mesures répressives qui ont été introduites par la nouvelle loi consacrée donc à la prévention et à la lutte contre la corruption.
Nous avons donc pu donner beaucoup d'éléments en termes de vulgarisation de cette loi et expliquer à l'audience notre plan d'action, et notre stratégie et également aussi notre plan d'action pour les mois à venir. Et vous savez, la corruption, lutter contre la corruption n'est pas une mince affaire. C'est tout un travail de conception, c'est tout un travail d'approche, de sensibilisation, afin que toute la communauté, que ce soit la société civile, que ce soit le secteur privé et le secteur public, puisse comprendre que la corruption est un fléau qui fait perdre à l'État et à l'administration publique beaucoup de moyens. Et savoir également aussi, parce que certaines personnes, certains comportements ne pensent pas qu'ils tombent sous les jougs de la répression de la corruption. Et c'est la raison pour laquelle il nous a paru opportun et judicieux d'expliquer en long et en large ce que c'est la corruption et ses multiples facettes. Le deuxième jour de ce colloque sur la commande publique qui s'est tenu au prestigieux Gadile Resort a été marqué par un panel dynamique axé sur l'intégration des personnes à besoins spéciaux dans les processus d'approvisionnement public. Ce fut l'un des panels les plus attendus à cet événement qui a attiré l'attention sur une question cruciale, souvent négligée dans les politiques publiques, l'inclusion des personnes handicapées. Une analyse critique des pratiques actuelles en matière de commande publique liées aux handicaps a été présentée, mettant en évidence les défis rencontrés par les acteurs publics dans l'intégration d'une approche inclusive. Toutefois, des opportunités prometteuses ont été également identifiées, notamment la possibilité d'introduire la discrimination positive en faveur des entreprises sensibles à l'emploi des personnes handicapées dans les critères de sélection des marchés publics. Une proposition innovante a été avancée lors de ce panel, la création d'un label Ami du handicap pour les entreprises inclusives. Un panel consacré à la question de la lutte contre la corruption et la commande publique et un panel sur l'inclusion des personnes handicapées dans la commande publique. Qu'est-ce que la commande publique? Comment peut-on utiliser la commande publique comme un levier pour plus d'inclusivité dans l'insertion dans le milieu du travail. Nous, au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, nous avons proposé une série de mesures comme les marchés réservés et surtout favoriser les entreprises qui font appel à des travailleurs handicapés à un certain seuil. Les faits de transformer aussi et d'adapter les lieux de travail, renforcer l'accès et prendre des mesures qui peuvent faire effet boule de neige, c'est-à-dire inviter toutes les entreprises, prestataires et sous-traitants à respecter les clauses sociales comme la responsabilité sociale de l'entreprise, les familles RSE. Pour clore ce colloque, le secrétaire général du gouvernement, M. Elmis, a prononcé un discours invoquant les moments forts de ce colloque mémorable. Nous avons, durant ces 2 journées, discuté et approfondi les discussions sur des thématiques qui ont été, je crois, fortement appréciées par l'ensemble des participants. La passion que j'ai pu voir, mais aussi la qualité de l'expertise présentes ont transformé ce forum, ce colloque, et ont, je dois l'avouer, dépassé nos attentes. Nous avons pu voir une expertise djiboutienne forte, rivaliser, voire souvent dépasser l'expertise internationale. Et la qualité des échanges qui ont eu lieu ont montré le degré de maturité de nos participants. Nous avons pu voir une jeunesse djiboutienne qui parfois nous a bluffés. Une jeunesse engagée et qui était disposée à relever de nombreux défis. De nombreux jeunes qui sont issus de nos institutions ont ainsi aujourd'hui pu se rencontrer. Ils ont pu échanger, s'apprécier, se jauger. Et le plus important, ils ont pu partager des expériences mutuelles.
Ces échanges riches et révélateurs nous ont permis de concrétiser les attentes que nous avions lors de la conception de ce colloque régional. Et pour cela, je suis profondément fier. Donc, nous avons discuté de plusieurs thématiques. Nous avons discuté de thématiques comme la corruption, qui est un sujet souvent tabou et qui a été abordé aujourd'hui sans complexe. Nous avons discuté de l'innovation dans la commande publique, qui a été là aussi un autre domaine phare de nos discussions. Et nous avons exploré comment la technologie, la numérisation, l'inclusion financière, mais aussi les fintech pouvaient transformer nos pratiques d'achat et favoriser l'inclusion sociale afin de stimuler la croissance. L'émission Jeep Talent se poursuit avec succès et hier soir, place aux 8 candidats de la deuxième soirée du 8e de finale de la compétition qui se sont affrontés avec professionnalisme dans un esprit de bonne camaraderie. Force est de constater que tout le monde était au rendez-vous. La jeunesse attendait avec impatience cette deuxième soirée du 8e de finale de Jeep Talent qui, beaucoup de participants ont débarqué à la RTD avant même les 8 candidats en lice. C'est dans une ambiance électrique que dans le studio numérique de la RTD avec un public effervescent qui manifestait un tel engouement particulier que la deuxième soirée musicale compétitive de Jeep Talent s'est déroulée. Après des belles interprétations, les 8 candidats, les moments forts de la soirée avec la proclamation des résultats par les huissiers qui est appelé au podium pour acclamer les gagnants de cette belle deuxième soirée compétitive du 8e de finale de Jeep Talent. Voici les gagnants de la deuxième soirée du 8e de finale du concours Jeep Talent 2023-2024. Première gagnante, Fatma Mohamed. Deuxième gagnant, M. Saïd Ali. Avec 15,57 sur 20. Première gagnante, Dera. Avec 16,09 sur 20. Deuxième gagnant, Sabir Wahid. Avec 14,40 sur 20. Cette émission phare suivie à travers une projection dans toutes les CDC de la capitale et de la région de l'intérieur. Un programme qui a débuté le 10 septembre 2023 comme un farewell de l'année 2023 écoulée. Comme vous le savez, la RTD vous présente chaque jeudi soir un spectacle musical organisé et suivi direct à l'antenne nationale par toute la population djiboutienne. Depuis son lancement, les Djiboutiens et Djiboutiennes sont passionnés pour les tribulations artistico-médiatiques des jeunes artistes et les prestations à couper le souffle des candidats à travers une vidéo projection en ligne sur les écrans géants depuis les CDC. Il est à noter que le ministère de la Jeunesse et de la Culture a joué un rôle crucial dans la sensibilisation, la mobilisation et l'invitation des jeunes à ce programme à travers des projections dans toutes les maisons de jeunes, communément appelées les centres de développement communautaire. Les gagnants ont unanimement remercié le vaste public qui les a soutenus à travers les SMS. L'équipe de la RTD pour sa forte mobilisation et la couverture médiatique. Les deux animatrices des deux langues locales qui sont là chaque jeudi à rendre encore plus belle cette émission, ainsi que les musiciens qui les ont aidés à travers des séances de répétition et d'entraînement avec le concours.
L'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti, l'ARMD, a clôturé un atelier de formation sur la régulation économique en collaboration avec ses partenaires du secteur des télécommunications. L'événement s'est déroulé à l'hôtel Sheraton Djibouti du 22 au 24 avril 2024. Un atelier qui vise à fournir aux participants les outils et les connaissances nécessaires pour promouvoir un environnement réglementaire efficace et équitable. Cette stratégie vise aussi notamment à diversifier l'économie nationale en ouvrant les secteurs publics, autrefois chasse gardée de l'État, à la concurrence pour diversifier et améliorer l'offre. La mission de l'ARMD consiste dès lors à jouer le rôle d'arbitre sur le marché en encourageant une concurrence saine et loyale. Les participants avaient l'occasion d'approfondir leur compréhension des principes fondamentaux de la régulation économique, d'explorer les meilleures pratiques internationales et de discuter des défis spécifiques rencontrés dans le contexte local. L'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti a pour mission d'appliquer les textes et régissent des secteurs régulés en toute objectivité, transparence et non-discrimination. À l'autorité de régulation, nous avons besoin de formation. La formation est nécessaire pour tout le monde. Et donc, tout au long de ces 4 jours, vous avez reçu cette formation sur les enjeux et les principes de la régulation économique, évaluation des politiques. C'est vous, cadre de l'autorité de régulation, cadre de Gyp Telecom, qui allait, comment dirais-je, relever les défis auxquels nous ferons face certainement. Et donc, l'essentiel, c'était que nos intervenants qui nous donnent les outils nécessaires pour faire face aux défis qui certainement viendront. Et donc, d'après les échos que j'ai eus, vous avez beaucoup débattu. Voilà, donc je vous salue et vous dis au revoir. Sous l'égide du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'AMF, l'étape de Balbala s'est déroulée le mercredi 24 avril 2024 sur la caravane de l'ANCLD. Cette étape a été dirigée par le président de la commune de Balbala, M. Mohamed Hassan, accompagné par ses homologues, le président du conseil régional de Borg et de Dikil, mais aussi le sous-préfet du 5e arrondissement, ainsi que l'équipe du projet de l'AMF et la représentante du ministère de la décentralisation. La réunion a rassemblé une 50aine de participants, incluant les élus locaux, les sages de la commune, les représentants des services déconcentrés et les leaders associatifs locaux. L'atelier a été animé par le secrétaire général de l'ANCLD, M. Ali Roufa, une mobilisation remarquable qui a permis de diffuser efficacement des messages essentiels sur la gestion des collectivités locales et de renforcer les liens. La caravane de l'ANCLD a également offert des sessions de sensibilisation et de dialogue mettant en lumière les défis de la décentralisation et promouvant les bonnes pratiques de gouvernance locale tout en encourageant l'engagement citoyen pour un développement régional et communal harmonieux. L'enthousiasme des participants et l'accueil chaleureux de la population ont contribué au succès indéniable de cette initiative. L'ANCLD reste résolument engagée à soutenir les conseils régionaux et communaux dans leur quête d'un développement local et durable et inclusif. C'est dans le cadre des opérations du contrôle des prix des denrées alimentaires de première nécessité au niveau de la commune de Razdika que dans les magasins des alimentations générales de la place Mahmoud Harbi que les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué ce matin des opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits.
L'objectif principal de ces opérations de grande envergure consiste à s'assurer d'une part du respect des prix fixés par le ministère du Commerce et d'autre part de la qualité des produits alimentaires commercialisés. Lors de cette mission, les inspecteurs ont sillonné tous les points de vente et à l'issue de ces inspections, les contrôleurs ont constaté des hausses de prix non justifiées au niveau de certains lieux du commerce. Les produits alimentaires ayant fait l'objet des spéculations sont le sucre, la farine, le lait en poudre, l'huile alimentaire et le pétrole, l'empain, la kérosène. Certaines boutiques qui ne respectaient pas les prix fixés par le ministère du Commerce ont été fermées. Dans leur intervention, les contrôleurs du ministère du Commerce ont mis en garde les opérateurs économiques de Djibouti sur la hausse de prix. Hier, le 25 avril 2024, l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, connu dans son acronyme, le I3PJ, a abrité une cérémonie de clôture de 2 formations. La première au profit des commandants des brigades de la gendarmerie djiboutienne qui s'est tenue du 15 au 25. La seconde formation était destinée à l'endroit des policiers, gendarmes, agents des gardes et de la sécurité nationale sur la fraude documentaire et a eu lieu le 21 au 25 avril. On prépare à cet événement présidé par le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Qayad, commandant de l'IE3PJ, l'attaché à la sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France, le colonel Le Goff, ainsi que plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. Cette formation dispensée par 2 experts de la gendarmerie française, notamment du Centre national de formation à la sécurité publique, consiste à renforcer les acquis en planification opérationnelle, en gestion administrative du personnel de l'unité et de ses ressources, ainsi que sur l'accueil et la prise en charge des victimes des faits criminels. Clairement honoré de votre présence à nos côtés à l'occasion de la cérémonie de fin des formations des commandants des brigades qui s'est déroulée du 15 au 25 avril 2024 à l'E3PJ. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à cette formation des commandants des brigades dispensée par l'E3PJ. Je tiens également à souligner que cette formation a été une première à Djibouti et à l'E3PJ. Nous sommes fiers d'avoir été les premiers à bénéficier de cette opportunité et nous espérons que cela ouvrira la voie à de futures formations de ce genre. Enfin, je voudrais exprimer ma profonde gratitude envers le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden. Son souci constant de former son personnel pour atteindre l'excellence est une source d'inspiration pour nous tous. Nous sommes reconnaissants de l'opportunité qui nous a été offerte de participer à cette formation et nous sommes déterminés à mettre en pratique les enseignements que nous avons reçus. On écoute à présent le colonel Le Goff, attaché de défense auprès de l'ambassade de France. Un exemple parfait de ce que nous pouvons aujourd'hui produire en termes de formation, parce que c'est une formation interne à l'EI3PJ, parce qu'elle a été réalisée avec l'implication des cadres et des formateurs de l'école, et parce que finalement, avec les coopérants insérés au sein de cette école, eh bien, nous avons réussi à construire une formation adaptée et qui permet de délivrer une formation de grande qualité à la gendarmerie et aux autres partenaires. Donc c'est pour moi vraiment l'exemple parfait de ce qu'on peut aujourd'hui faire grâce à cette très belle école qui est le I3PJ et grâce à l'implication des formateurs gendarmes djiboutiens que nous avons formés et de l'implication de nos coopérants que je remercie très sincèrement. La deuxième, et là c'est un plaisir encore une fois non dissimulé et je le souligne, d'avoir sous les yeux la totalité des commandants de brigade de la gendarmerie nationale. C'est vraiment une satisfaction immense pour moi, pour le colonel Damerval, qui est le conseiller technique du chef d'état-major de la gendarmerie. Et je voudrais souligner que c'est le colonel Zakaria lui-même qui nous avait vraiment incité à pouvoir réaliser cette formation destinée aux gradés commandants d'unité, parce que la première des qualités d'un chef, c'est de savoir manager ses équipes, de savoir exercer son autorité dans de bonnes conditions. Et je crois savoir, en tout cas c'est comme ça qu'on me l'a rapporté, que ces 15 jours de formation ont été particulièrement utiles et appréciés. Dans son discours, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Qayad, commandant de l'IE3PJ, a félicité les stagiaires pour avoir suivi avec intérêt leurs formations respectives. La gendarmerie nationale est une vieille institution dont
l'émaillage de leurs compétences territoriales sont très ancrés dans les tissus sociaux. Et de l'autre, vous savez pertinemment que vos missions judiciaires ou administratives à 70% au profit de la population civile. Donc, vous êtes considérés au regard du haut commandement de la gendarmerie nationale des managers en termes de ressources humaines parce que vous êtes amenés à gérer du personnel au sein de votre brigade, mais aussi dans la répartition de vos circonscriptions. Au Nouvel Mondial à présent, je vous le disais dans les titres, les États-Unis d'Amérique ont appelé Israël à fournir des réponses concernant les charniers découverts dans la bande de Gaza. Récupérer environ 280 corps de personnes tuées enterrées par les forces israéliennes dans le complexe médical Nasser de la ville de Khan Younes au sud de la bande de Gaza. Cela a été précédé par la découverte de dizaines de corps dans des fosses communes après que l'armée israélienne a quitté le complexe médical Shifa dans la ville de Gaza à l'hôpital Kamal Adwan au nord de l'enclave. Israël insiste pour envoyer Rafah malgré les mises en garde internationales de plus en plus nombreuses contre des répercussions catastrophiques compte tenu de la présence de quelques 1,4 million de personnes déplacées dans cette ville. Israël mène une guerre dévastatrice contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre, faisant des dizaines de milliers de morts et des blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants, et provoquant une famine et des destructions massives, selon les autorités palestiniennes et les données de l'ONU. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.